Bonjour, nous recevons aujourd'hui Éric Branca. Éric Branca, bonjour, pour son dernier livre, Le roman des damnés, qui vient de paraître aux éditions Perrin, et qui est sous-titré « C'est nazi au service des vainqueurs après 1945 ». Alors, les damnés, on pense à Visconti, mais c'est pas tout à fait ça quand même, ce n'est pas la même histoire. Ça, parce qu'ils ont eu beaucoup plus de chance, ceux-là, que les damnés de Visconti. Absolument, même si il y a un personnage qui s'appelle Aschenbach, comme dans votre livre. C'est vrai. Oui. Je crois que c'est Eichenbach ou Eichenbach, alors c'est pas pareil, je crois. Là c'est Aschenbach. Oui. Enfin, effectivement, qui est un des moins connus et qui est un des destins les plus effrayants que je connaisse. Alors justement, dans ce livre, vous racontez 12 destins absolument exceptionnels, 12 salopards, on pourrait dire, sauf que vous dites 11 salopards et demi. Enfin, on y reviendra. Ces 12 salopards ont exercé des responsabilités parfois très importantes au sein du régime nazi et bien après la guerre, ils sont retombés sur leurs pattes, on pourrait dire, et ont continué à avoir des responsabilités parfois très importantes. Je pense notamment à Kurt Jörg Kissinger, ne pas confondre avec le secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Et Kissinger est devenu chancelier allemand, ce qui paraît totalement incroyable. Et il est aussi célèbre pour avoir reçu une gifle de Beat Klarsfeld, qui est intervenue en criant « Nazi, Nazi, démission ». Racontez-nous cette histoire. Alors, Kissinger est sans doute il n'est pas un assassin, contrairement aux autres. Donc le scandale n'est pas absolu. Mais il était surnommé pendant la guerre le Goebbels de l'étranger, car il était responsable de toute la radiodiffusion élaborée par la propagande nazie dans les pays occupés, dans tous les pays occupés. Et il a, à ce titre, orchestré toute la propagande de 40 à 44. Il n'a pas été épuré, il est passé devant une commission de dénazification en 1945 qui avait la particularité d'être présidée par son beau-père. Alors il a été retoqué une première fois, il est revenu une deuxième, et là, il a été blanchi, totalement blanchi. On dit blanchi au persil. Le persil, c'est une marque de lessive allemande qui était très populaire dans l'Allemagne nazie. Et il a été blanchi. Il a fait une carrière absolument admirable, météorique à la CDU, malgré l'opposition d'Adenauer, qui lui le connaissait avait des souvenirs pendant que Adenauer était en prison. Monsieur Kissinger pérorait sur les ondes, et malgré Adenauer et grâce aux Américains, il est devenu un homme très important de la CDU. Il est devenu député, il est devenu chef de groupe et il est devenu chancelier après Erhard, qui lui-même avait succédé à Adenauer en 1963. Et il a été effectivement non pas démasqué, car on connaissait vaguement ce qu'il avait fait, mais comme il n'était pas au premier plan, c'était moins connu. Mais Bert Karsfeld est intervenu en 1967 à un congrès de la CDU et il a giflé en public. Et cette gifle met fin à son ascension. Met fin à son ascension, puisqu'il restera encore chancelier pendant quelques mois. Voilà. Il sera remplacé par Willy Brandt. Alors c'est quand même un destin absolument incroyable, parce que pourquoi quelqu'un comme Kissinger, qui se savait malgré tout exposé, pourquoi veut-il aller plus haut au risque précisément d'être démasqué, vivons heureux, vivons cachés? Parce que je crois que, d'abord, il avait une ambition fanatique, comme aurait dit le général de Gaulle. Il était un ambitieux fanatique. Il y en a un autre dont on parlera peut-être, c'est Aschenbach, qui était exactement pareil. Et surtout, il était tenu par les Américains qui avaient besoin de lui. Car il a été un auxiliaire de toute la politique américaine du temps de Johnson, et notamment contre la France. Il a été inconditionnel de la guerre du Vietnam, il a voté contre toutes les propositions françaises, notamment le plan Fouché en 1962, etc., etc. Et donc, il était un instrument dans les mains de la politique américaine. Et il s'est sans doute dit que s'il ne faisait pas ce pourquoi il était protégé, c'est peut-être là qu'il aurait quelques ennuis. C'est ça qui s'est passé. Au fond, on a l'impression, dans beaucoup de ces destins, que sur fond d'anticommunisme et de guerre froide, les Américains ont beaucoup joué sur ce personnel d'anciens nazis, connaissant les rouages de l'État en Allemagne, et l'Allemagne étant un allié déterminant pour la politique américaine de l'époque. Alors il y a un exemple emblématique, c'est le général Adolf Heusinger, qui est très peu connu.
qui a été enterré en grande pompe en 1982 à la cathédrale de Cologne. Il n'y avait pas il n'y avait aucun public, le peuple s'était pas déplacé, mais il y avait tout ce que l'Europe et le monde comptaient d'officiels à ce moment-là, sauf les soviétiques. Qui était Heusinger? Heusinger était, et l'homme qui, avec Keitel et Jodl, les deux chefs de la Wehrmacht, l'homme qui a le plus vu Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était le patron de la planification stratégique de la Wehrmacht. C'est lui qui a planifié l'invasion de la France. C'est lui, toute la campagne à l'ouest de 1940, c'est lui qui a planifié surtout Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, avec tout son cortège de massacres, la fameuse Shoah par balle, dont on parle beaucoup actuellement, mais qui était vraiment constitutive du plan Barbarossa, puisque la Wehrmacht n'aurait pas pu avancer si vite si les arrières n'avaient pas été sécurisés. Alors quand on parle de sécurisation, c'est un euphémisme, parce que ça sous-entendait le massacre de populations entières. Eh bien cet homme-là n'a pas fait ne serait-ce qu'un mois de prison. Il a été recyclé immédiatement auprès des Américains comme historien de l'armée allemande, puis promu. Les Américains ont fait pression sur Adenauer pour qu'il le nomme premier chef d'état-major de la Bundeswehr quand elle se reconstitue en 1956, et en 1961, il devient patron du comité militaire de l'OTAN, c'est-à-dire numéro 1 effectif de l'OTAN. C'est pas le secrétaire général de l'OTAN qui est le patron, c'est le président, le patron des opérations militaires. Exécutif. Voilà, exécutif. Donc c'est un destin absolument hallucinant, parce que lui a été, contrairement à Kissinger, qui n'a tué personne, qui a simplement accompagné des massacres par sa propagande, mais qui n'avait pas de responsabilité, lui a été un responsable direct. Et vous en avez deux comme ça, c'est lui et c'est le général Gehlen, oui. Il a aussi un destin incroyable. Un destin incroyable, puisqu'il est devenu le premier patron des services secrets de l'Allemagne fédérale. Tout ça avec la bénédiction des États-Unis, de la CIA ou de son prédécesseur, l'OSS. Absolument. Ouais. Et alors il y a aussi quand même un destin absolument incroyable, c'est Albert Speer. Alors Albert Speer, vous le désignez comme l'architecte du diable. Voilà. S'il n'avait été qu'architecte, on en parlerait peut-être moins. Bien sûr. C'est lui qui conçoit ces bâtiments absolument gigantesques pour abriter la chancellerie, enfin des palais à la gloire du nazisme. Absolument. Et il fait preuve dans ce travail-là d'une efficacité incroyable qui impressionne beaucoup Hitler, puisqu'il est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que les anciens architectes un peu chenus, dirons-nous. Et du coup, Hitler lui confie le ministère de l'armement. Exactement, de la production. Et de la production, ce qui est évidemment considérable. Avec des responsabilités écrasantes. C'est un homme d'une efficacité stupéfiante. Qui impressionne. C'est un technocrate, c'est un artiste et en même temps c'est un technocrate pointu. Et qui succède à Fritz Staudt, le patron de l'organisation du même nom, qui a construit le mur de l'Atlantique, etc., en 1942, après un accident d'avion. Au retour d'un rendez-vous avec Hitler, l'avion de Staudt tombe et dans l'heure, Speer est nommé ministre de l'Armement. Et là, il devient le chef d'une véritable main-d'œuvre d'esclaves. Et c'est cet aspect qui est trop souvent oublié au profit du premier dont vous avez parlé, à juste titre, qui est effectivement son destin d'architecte. On aime ou on n'aime pas, mais enfin, il n'était qu'architecte. C'est impressionnant. Voilà. Alors que là, c'est un assassin aux mains propres. On a retrouvé, alors après le procès de Nuremberg, des missives, des télégrammes de Speer qui demandait à Sauckel, qu'on appelait le négrier du Reich, qui était l'homme qui prélevait... Fournissait les esclaves. Exactement, qui fournissait les esclaves. Il lui demandait de lui en fournir toujours plus. Parce que... Il allait plus vite, voilà, et exactement. plus grand. Alors Sauckel, lui, a terminé au bout d'une corde à Nuremberg, on ne le plaindra pas, on s'en félicitera. Mais Speer a fait 20 ans de prison, et... je le raconte, dans des conditions extrêmement favorables, puisqu'il se faisait livrer du champagne, du caviar. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. La belle vie à la prison de Spandau. Et comment est-il arrivé à cela? Eh bien,
à partir de la fin 43, il sent que le vent tourne après Stalingrad, surtout Koursk, parce que le tournant psychologique, c'est évidemment Stalingrad, mais le tournant militaire, c'est Koursk. C'est-à-dire qu'après, l'Allemagne recule tout le temps, elle n'a plus les moyens de résister à la pression des Alliés. Et là, Speer va faire une chose stupéfiante, il va mettre au point ce qui sera son dossier d'accusation à Nuremberg. Il va trier ses archives, il va détruire des télégrammes, il va en mettre d'autres, au contraire, en avant. Et lorsqu'il sera capturé par les Alliés, enfin en réalité il va se rendre aux Alliés à Flensburg au début du mois de mai 1945, il va leur fournir spontanément ses caisses d'archives. Il prépare son dossier d'accusation. Et donc il est pur, son dossier d'accusation. Exactement, évidemment. Il est pur, mais il est tellement considérable et il donne tellement d'éléments sur notamment les méthodes de production, ce qui passionnait les Alliés, parce que l'Allemagne n'aurait pas... Tout le monde s'accordait à dire que l'Allemagne devait s'effondrer définitivement à l'automne 1944. Il l'a fait durer encore 8 mois. Oui. C'est tout à fait stupéfiant. Il a mis des... C'était tout sauf un incompétent. Et ça intéressait beaucoup les Alliés. Et donc, pendant le procès de Nuremberg, il s'est vanté de tout cela. Il a expliqué comment on produisait 20 000 avions en 1941, on en produisait 30 000 en 1944, comment malgré les bombardements on faisait mieux qu'au début de la guerre, etc. Et ça fascinait tout le monde. Et pendant ce temps-là, on ne parlait pas de l'aspect de tout ce qui sous-tendait, et de l'aspect des grillés, avec des aspects tout à fait effrayants, notamment ce qui se passait dans le camp de Dora, Mittelbau, où on construisait les V2 et les armes secrètes, les avions en réaction. Où là, sur 40 000 personnes, 29 000 sont mortes dans des conditions épouvantables, et sous les ordres de Speer, avec les méthodes de production décidées par lui. Et quand il sort de prison, 66, le Times le présente comme un nouveau Saint-Augustin. Oui, c'est très étonnant. Ça n'est plus un acteur du régime, c'est un témoin. C'est tout à fait incroyable. Tout à fait incroyable. Et il a réussi à dissimuler tout ça. Et au procès de Nuremberg, il a eu une attitude aussi très intelligente. D'abord, il n'a pas du tout mis en cause ce tribunal de Nuremberg. Il a reconnu l'utilité, alors que d'autres, comme Göring, mettaient en cause la légitimité du tribunal. Lui, au contraire, il s'y est prêté. Et il a reconnu qu'il n'a pas nié avoir servi Hitler, mais en disant, si je ne me trompe, je ne savais pas tout. Exactement. Il reconnaît, c'est tout à fait, vous vous souvenez d'une phrase célèbre, on ne citera pas la personne qui l'a prononcée, mais responsable mais pas coupable. Exactement. Et lui, c'est l'inverse. Il se considère coupable mais pas responsable. Coupable parce que coupable de ne pas avoir été assez curieux. Et en réalité, on sait qu'il était tout à fait au courant. Et tout à fait informé de tout. Dernier exemple sur Speer, si vous le permettez. On sait qu'il assiste au fameux discours de Posen de Himmler, qui décrit devant les cadres du parti nazi, ils sont à peu près 400 dans une salle, en Pologne, octobre 1942, et il décrit la solution finale. Il explique. C'est d'ailleurs, on a toutes les preuves de Posen alors qu'on n'a pas toutes les minutes de la réunion de Wannsee. Mais on a tout sur Posen. On a le discours d'Himmler, on a l'enregistrement du discours d'Himmler. Il s'adresse à Speer. Et quand les historiens après la guerre sont allés voir Speer, parce qu'il il recevait tout le monde, et en prison et après, il était un bon client comme on dit. Et il explique qu'il s'est absenté à ce moment-là. Oui. Mais alors il n'a pas eu la curiosité de demander ce qui s'était passé pendant son absence. Parce qu'il était très occupé. Et on l'a cru, et on lui a rien demandé. Et dans une correspondance, à la fin de sa vie, avec une journaliste autrichienne dans laquelle il avait toute confiance, il s'est laissé aller tout de même à dire qu'il avait menti et qu'il y était. Mais ça s'est passé quelques mois avant sa mort. Il est mort d'ailleurs subitement, peu de temps après. Dans les bras de sa maîtresse, alors que... De sa maîtresse anglaise, et sa femme et sa famille ont découvert qu'il y avait une maîtresse anglaise. Toute la duplicité du personnage, exactement. En fait, toute sa vie. Et après avoir écrit un dernier livre qui s'appelait « L'immoralité du pouvoir ». À succès, un livre à succès, mais tout ce qu'il a fait était à succès. Et vous avez parlé des V2. Alors, il y a aussi un personnage dans ce livre qui est plutôt très connu. C'est Wernher von Braun qui... devient patron de la NASA et l'un des piliers de la conquête de la Lune.
Alors lui aussi joue sur sa réputation de scientifique de génie, hein, parce qu'il est à l'origine des vols spatiaux, il est à l'origine des satellites, il a vraiment porté à bout de bras la NASA. Alors on ne va pas lui reprocher d'être un grand scientifique et d'avoir servi son pays, de même qu'on ne reproche pas à Oppenheimer ou Einstein d'avoir été... Bon, ça c'est un fait. Le problème c'est que comme Speer, pour arriver à ces trésors d'ingénierie et de technologie, il était responsable, alors lui directement, du camp de Dora-Mittelbau, et que des témoins se souviennent très bien de l'avoir vu enjamber des cadavres. C'est pas le scientifique qu'il faut incriminer. Après tout, il était génial, mais c'est l'assassin, oui, le complice, oui, d'un mode de production assassin. Oui. Et là aussi, ça, les Américains le savaient parfaitement. Et d'ailleurs, les témoignages que je cite sont sortis quelques mois avant sa mort, quand il a été remercié par la NASA. À partir de Nixon, pour des raisons budgétaires notamment, on considère que le programme lunaire doit être abandonné, alors que Von Braun, lui, veut, prochaine étape, c'est Mars. On le remercie. Il est engagé par une firme aéronautique, on n'a plus besoin de lui, et là, bizarrement, des tas de choses se mettent à sortir, oui, sur son rôle d'esclavagiste. Persil n'avait pas fait tout à fait le travail. Exactement. Il n'avait pas fini. Mais c'est tout à fait fascinant de voir que, quand même, ces gens-là ont été utilisés par la CIA, par le Mossad aussi. Je crois qu'il y a Otto Skorzeny, absolument. Voilà. Le Mossad a été beaucoup plus habile parce qu'en fait, ils ont demandé à Skorzeny. Alors, il faut rappeler qui était Skorzeny. Donc, Skorzeny, le chef des commandos, je l'appelle le James Bond du Führer, le chef des commandos SS, qui a libéré Mussolini prisonnier sur le Grand Sasso en 1943, qui a ramené Hitler, qui a été à l'origine d'opérations d'intoxication stupéfiante, notamment lors de l'offensive des Ardennes en 1944, janvier 45, décembre 44, janvier 45, où il y a des commandos d'Allemands déguisés en Américains qui sèment la panique derrière les lignes alliées, etc. C'était un génie de la manipulation. Et après la guerre, il conclut un pacte avec la CIA, l'OSS d'abord, la CIA après. Il monte des coups contre les régimes communistes, notamment dans le tiers-monde. Et puis il aide beaucoup de savants nazis à gagner l'Égypte et la Syrie, les pays ennemis d'Israël. Oui. Et au lieu de les éliminer, car le Mossad ne savait pas où ils étaient réellement, ils ont mis la main sur Skorzeny et ils lui ont expliqué, voilà, ils lui ont demandé de faire le travail. C'est toi qui les as cachés, tu vas les chercher, tu les élimines et tu as la vie sauve. Il l'a fait. Donc c'était une suprême habileté. Et on dit aussi qu'il était au cœur de réseaux liés à l'OAS. Ah, ça, c'est à peu près certain. Et également, enfin, vous allez nous parler de l'OAS, mais également au cœur d'une nébuleuse mêlée à l'assassinat du président Kennedy. Absolument. Alors ça, c'est un grand livre qui n'est pas encore traduit en français, qui est paru aux États-Unis en 2018, qui a été écrit par le major Guinness, qui est un des grands historiens de l'armée américaine, oui, qui est tout sauf un complotiste, et qui, à l'occasion de recherches sur l'armée américaine, et notamment le renseignement militaire américain, est tombé sur des papiers qui concernaient Skorzeny, et sur d'incroyables connexions entre Skorzeny, qui avait une énorme boîte d'import-export basée en Espagne, qui travaillait avec les États-Unis, les connexions qu'il avait avec un grand nombre de gens cités dans le cadre de l'enquête du procureur Garrison sur l'assassinat de Kennedy. Vous savez qu'après l'affaire de la commission Warren, qui a expliqué qu'il y avait eu un tireur, que tout ça était tout à fait explicable, et qui en gros enterrait l'enquête, une autre enquête a été refaite par le procureur Garrison, qui est allée extrêmement loin, puisqu'elle visait une partie de la CIA, entre autres, et il n'est pas arrivé à des conclusions, mais il est arrivé à la certitude qu'il y avait vraisemblablement une deuxième équipe. Et le major Guinness, dans le livre qu'il a publié il y a 3 ans, retrouve tous les gens cités par Garrison parmi les relations directes de Skorzeny, dont un Français de l'OAS du nom de René Souêtre, un tueur de l'OAS, qui a été entraîné en Espagne dans les années 1960, 61, 62,
par Scorzeni et qui se trouvait à Dallas à ce moment-là. Alors, comme Ganis est un historien compétent, il n'a pas de conclusion, mais il donne les faits et il dit, il y a quand même, comme disent les policiers, un faisceau très convergent. Très troublant. Et donc, moi, je cite Ganis, sans aller plus loin, mais le fait est que Scorzeni a entraîné les commandos OAS en Espagne. Il y a même eu des papiers à l'époque dans le Figaro, dans le Monde, ça a été... Il s'en est même vanté, car il se vantait beaucoup, Scorzeni, y compris, d'ailleurs, en disant « on ne prête qu'aux riches ». Et il adorait recevoir les journalistes jusqu'à la fin de sa vie, il est mort en 75, en disant, voyez, on a même dit que c'était moi qui étais derrière le cambriolage de la Begum, que c'était moi qui était derrière le train postal. Et puis ensuite, il l'a raccompagné à la porte, il leur disait, mais vous savez, on ne prête qu'aux riches. Alors, on a parlé tout à l'heure d'Aschenbach, donc qui a failli devenir commissaire européen. Qui a failli devenir... Alors, Aschenbach, c'est tout à fait différent. C'est le contraire de Scorzeni. Il n'a jamais fait son service militaire. Il n'a jamais démonté une arme. Il n'a jamais tué personne. Mais c'est l'homme qui a pillé la France occupée. Littéralement pillé. Il était le numéro 3 de l'ambassade d'Allemagne en France pendant la guerre. L'ambassadeur de France, Regnante, étant Otto Abetz. Et lors du procès d'Abetz, qui a quand même fait 20 ans de prison, qu'il a mérité tout à fait d'ailleurs, hein, mais son avocat a expliqué à juste titre que Abetz dansait, mais que c'était Aschenbach qui écrivait la musique. Oui. Et Aschenbach donc a mis la France en coupe réglée. Il a fait des fusions-acquisitions, des pans entiers de fleurons industriels sont partis dans les concerns dirigés par Göring, etc. Il touchait d'énormes commissions à ce moment-là, parce qu'il était avant la guerre un des collecteurs de fonds du parti nazi, et sa spécialité était il était l'avocat des grands concerns de la Ruhr, et il était le collecteur de fonds, il leur demandait de l'argent pour le parti nazi, qui donnait soit volontairement, soit un peu force. Voilà. Et en 1945, il a repris tranquillement son métier d'avocat. Il s'est présenté aux élections dès qu'il y a eu les élections, c'est-à-dire en 1949. Il est devenu, il a créé un petit parti charnière, Parti libéral, qui a recyclé énormément d'anciens nazis. Il tantôt s'alliait avec la CDU, tantôt avec le SPD dans le cadre de grande coalition. Il est devenu président de la commission des affaires étrangères du Bundestag. Lui aussi était détesté par Adenauer, mais les Américains lui demandaient de ne pas y toucher. Et en 1967, il a été près d'une ambition folle, il voulait devenir président de la Commission européenne. Alors, il y avait déjà Hallstein, mais il pouvait être commissaire européen. Et c'est les Klarsfeld qui, en étudiant le cas Kissinger dont nous avons parlé, sont tombés sur le nom d'Aschenbach. On dit, mais ça nous dit quelque chose, cet Aschenbach, parce qu'il n'était pas du tout au premier plan. Oui. On connaissait Abetz, parce qu'Abetz c'était un mondain qui se faisait photographier toujours avec une coupe de champagne à la main. Oui, Aschenbach, on ne le voyait pas. Jamais. Et on s'est aperçu que, non content de piller la France, il a aussi participé, il a été conseiller politique de la Wehrmacht, notamment de la Wehrmacht chargée des déportations. Et il a organisé plusieurs trains de déportés. Et alors là, évidemment, les Klarsfeld se sont occupés de son cas. Oui. Et au dernier moment, il n'a pas été nommé commissaire européen par Willy Brandt, car c'était Willy Brandt qui venait de succéder à ce moment-là. Et qui était dans une alliance avec le Parti libéral. Exactement. Voilà, on était dans le cadre d'une grande coalition. Mais il est mort en 79. Il était encore, alors je crois qu'il n'était plus membre du Bundestag, mais il était encore membre du Parlement européen. Oui. Car à l'époque, on nommait, c'était les gouvernements qui nommaient, c'était pas l'élection au suffrage universel encore. Donc il a eu une fin de carrière tout à fait honorable, avec un accident de parcours. Oui. Voilà. Mais alors justement, l'entreprise de dénazification a été menée en Allemagne, mais elle n'est pas allée à son terme. C'est-à-dire que je crois que surtout qu'elle a été menée en début du bon sens. C'est-à-dire qu'on a demandé à des gens qui avaient été au parti de dire s'ils étaient toujours nazis. Alors ils ont dit non, je ne suis plus. Bon, c'était ça, la nazification. Oui. On a tué des gens, on a fusillé, pendu surtout, des gens qui avaient été d'incontestables bourreaux, mais leurs donneurs d'ordre ont échappé.
les donneurs d'ordre qui ont été pendus, c'est ceux du procès de Nuremberg. Des procès, parce que toujours le procès de Nuremberg, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le procès des ministres, le procès de la Wilhelmstrasse, le procès des médecins, très important, parce que vous avez tous les médecins qui étaient qui expérimentaient dans les camps de concentration, qui ont été jugés aussi. Il y a eu 7 procès. Donc ces gens-là étaient visibles. Mais derrière ces donneurs d'ordre, il y avait d'autres donneurs d'ordre qui étaient leurs adjoints. Et sans qui le régime nazi se serait effondré. Exactement, exactement. Göring était évidemment responsable, puisqu'il était le numéro 2, le successeur désigné du Führer. Mais il ne s'occupait pas du détail. Alors que quelqu'un comme Schellenberg, quelqu'un comme dont nous avons parlé, comme Aschenbach, était tout à fait responsable. Et ceux-là sont passés au travers des mailles. Et alors pourquoi, selon vous? C'est leur habileté personnelle? Je crois que c'est la guerre froide. La volonté, oui, bien entendu, la guerre froide. Je crois que c'est la guerre froide. Il n'y a qu'une réponse, c'est ça. Alors, leur habileté, bien sûr. Un autre exemple. Le premier chef de la Gestapo, Rudolf Diels. Alors lui, il est chef de la Gestapo pendant 1 an seulement, mais c'est lui qui l'invente. C'est lui qui la met au point, qui l'expérimente. 1933-1934. C'est lui qui met au point la manipulation du Reichstag pour faire porter le chapeau aux communistes, alors que les communistes, ils sont absolument pour rien, sauf que c'est un ancien communiste manipulé qui a mis le feu au Reichstag, mais il a été très aidé parce qu'il y a eu 14 foyers à la fois. Et cet homme-là a évidemment des morts sur la conscience, beaucoup moins que les autres. Allez, on va dire 2 ou 3 000, c'est déjà pas mal, mais c'est lui qui met en place le régime totalitaire. Quand il quitte la Gestapo en 1934, Hitler est le Führer, il a succédé à Hindenburg, il n'y a plus rien ne sera inventé de la logique totalitaire. Bon. Et il a la chance d'être viré et remplacé par Heydrich, qui lui aussi est un bourreau emblématique. Et donc il va rester dans l'organigramme nazi jusqu'en 1945. Et là, il n'est même pas jugé, il est entendu comme témoin à Nuremberg, dans plusieurs procès de Nuremberg, procès des ministres, procès des fonctionnaires, procès des médecins, etc. Et il est ensuite réintégré dans l'administration, tout en étant salarié de la zone d'occupation américaine pour traquer les communistes. Parce que comme il avait traqué les communistes entre 1933 et 1934, il les avait mis dans les camps de concentration, notamment à Dachau, qui était le premier camp qu'on ouvre et qui est destiné aux communistes, on considère qu'il est utile. C'est un expert de la chose. C'est un expert, il les connaît tous, il sait comment le Parti communiste clandestin est organisé, comment... Voilà. Et c'est la même chose pour Gehlen, parce que Gehlen, lui, qui était le chef du renseignement militaire allemand sur le front de l'Est, s'est rendu à l'armée américaine avec 50 caisses d'archives qui portaient non pas seulement sur l'organisation militaire soviétique, mais comme il était extrêmement intelligent, c'est le point commun de tous ces gens-là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est des gens quand même remarquablement intelligents. Il avait compris... Diaboliquement intelligent. Exactement. Il avait compris qu'avant l'invasion de l'Union soviétique, il fallait connaître un maximum de choses sur l'organisation économique, sociale, sur toute la technostructure, sur les communications. L'état-major de la Wehrmacht avait des cartes où on expliquait qu'il y avait 40 ou 50 000 kilomètres de routes en très bon état. En fait, les soviétiques manquaient, toutes les statistiques soviétiques étaient fausses. En revanche, elles étaient fausses, mais pas sous-évaluées, pas surévaluées, sous-évaluées en matière d'industrie d'armement. Et il y avait des complexes tout à fait considérables qu'on a vu à l'œuvre à partir de Stalingrad d'ailleurs. Ils avaient des capacités de production stupéfiantes, et ça... Les services secrets allemands les avaient localisés très vite, très très vite. Et donc tout ça, parce qu'il interrogeait les prisonniers de guerre, etc. Et donc il y avait une masse documentaire que les Américains ont utilisée et qui a été immédiatement employée. En fait, le critère, c'était l'employabilité de ces assassins. Alors il y a les assassins inemployables, possible ou potentiels. Voilà, il y a ceux qui ont vraiment été... les Heydrich, Heydrich est mort en 1942. Assassiné. Enfin. On ne pouvait pas récupérer des gens comme ça. Non. Mais ceux qui ont mis au point les plans, pour eux, pour leur compte, et qui étaient moins visibles, ils ont été très largement utilisés. Oui. Et donc, est-ce que l'Allemagne aurait pu se reconstruire après la guerre aussi facilement si on avait décidé
de mener jusqu'à son terme, cette dénazification? Oh, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Il n'était pas du tout indispensable. Donc il y a eu un calcul un peu cynique, où on a fermé les yeux sur des actes absolument terribles. Mais après avoir parlé des Américains, il faut quand même dire un mot des Soviétiques, qui eux ont utilisé un personnage, alors qui ont eu moins de gens, parce que leur zone d'occupation, c'était surtout les pays de l'Est, etc., et toute la technostructure allemande était plutôt à l'Ouest, et puis surtout tous les gens dont je parle se sont rendus aux Américains, parce qu'ils savaient que les Soviétiques, parce que c'était des responsables, notamment Gehlen, si les Soviétiques l'avaient attrapé, ils l'auraient fusillé immédiatement, parce qu'il était responsable de tellement de choses. Bon. Mais ils ont récupéré beaucoup de savants, de seconde main, mais notamment Hans Gottrup, qui était le numéro 2 de Pinnermund, numéro 2 de von Braun, et qui a mis au point, c'est pas du tout Korolev dont on a parlé, qui a mis au point les fusées soviétiques, c'est Gottrup. Gottrup. Et puis surtout, ils ont récupéré le général Paulus, qui a eu un rôle, lui, délétère, parce qu'il a fait de la propagande soviétique jusqu'à sa mort en 1956. Alors on aurait pu dire il était obligé, etc. Il était nullement obligé. Et surtout, il a lâché tous ses anciens amis qui s'étaient ralliés aux Soviétiques après Stalingrad, et un notamment qui, s'apercevant que les Soviétiques menaient une occupation dans les pays de l'Est à peu près semblable à celle que les Allemands eux-mêmes avaient menée, s'était séparé d'eux. Il a été arrêté et fusillé sur ordre de Staline, et avec la bénédiction de Paulus, qui est resté absolument muet et qui a fini sa vie, il est mort de maladie au milieu des années 50, en donnant des cours à la Volksarmee d'Allemagne de l'Est, où il apprenait la tactique militaire dans le cas où les Soviétiques seraient venus envahir l'Europe. C'est tout de même assez extraordinaire. Oui. Et puis alors dans ces personnages aussi, il y a ce personnage féminin, Anna Reich, pardon pour ma prononciation, que vous appelez l'ange des maudits, et qui est une aviatrice, pilote d'essai. Qui est certainement un des pilotes d'essai les plus fabuleux du XXe siècle, puisqu'elle a essayé tous les avions réaction allemands, elle a même essayé le V1, qui était difficilement manœuvrable, parce qu'il y avait des petits problèmes de radiocommande, et elle s'est mise aux commandes, elle a transformé en avion. Bon, c'était un pilote d'exception qui avait l'admiration de tout le monde. Alors elle, pourquoi est-elle là-dedans? Elle n'a tué personne, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a mis son prestige au service d'Hitler. Et donc, ça c'est un crime. Elle a mis ce prestige immense. En même temps, elle est la seule qui se rattrape, parce qu'elle n'a jamais nié ses responsabilités après la guerre. Elle est devenue l'amie d'une grande résistance qui s'appelle Yvonne Panier. Elle s'est intéressée à l'histoire de la déportation. Elle a fait des conférences sur ce thème. Elle n'a pas renié l'admiration qu'elle avait pour Hitler, alors que tous les autres l'ont renié, tout en s'interrogeant sur sa propre trajectoire. Et voilà, quand tous les autres essayaient de dire qu'il n'était pour rien dans tout ça, elle a reconnu avoir été un faire-valoir, essayer de comprendre. Et puis surtout, elle a fait une chose tout à fait stupéfiante, et c'est pas du tout un mensonge, car il y a eu beaucoup de témoins. Elle est allée voir Himmler quand elle a eu vent de l'extermination des Juifs, et elle lui dit: mais est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, moi je rends mon tablier tout de suite. Et Himmler m'a dit que c'était faux. La seule faute d'Anna Reich a été de le croire. Et elle a fait ça. Aucun de ceux dont on a parlé ne l'a fait. D'abord parce qu'ils étaient au cœur du système. Or, elle n'était pas au cœur, mais elle en a entendu parler, elle est allée voir Himmler. Voilà. Alors, à la fois, elle est très responsable, très coupable, et à la fois, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui n'a pas cherché à nier ses responsabilités. Donc, elle donne une petite note d'espoir humain dans cette galerie de portraits épouvantable. C'est pour ça que j'ai dit 11 salopards et demi. Donc voilà, votre livre, Le roman des damnés, paraît alors que on publie également une édition très critique de Mein Kampf. Que pensez-vous de cette publication qui suscite beaucoup de polémiques?
Fallait-il publier Mein Kampf, même dans cet appareil critique? Il est publié depuis la guerre. Bon, je crois que Mein Kampf est publié depuis la guerre aux éditions Sorlo avec une très bonne préface. Moi, je crains surtout que l'appareil critique, qui va être au moins aussi lourd que le livre, qui est énorme, dissuade les gens de le lire. Oui. C'est-à-dire que vous aurez une page de texte sur la gauche et sur la droite, vous aurez des notes très savantes, sûrement très, très intéressantes, mais moi, je crains que, à force de trop pouvoir prouver, de trop vouloir prouver, on dissuade les gens de le lire. Et je pense qu'il faut bien sûr lire Mein Kampf. Surtout, il fallait lire avant la guerre. Oui, bien sûr. C'était surtout important puisqu'il a tout dit. Oui. Et qu'en France, on l'a publié expurgé. Oui. Et que quand Sorlo, en 1934, connaissez l'histoire, a voulu le publier in extenso, il y a eu un procès, et les Allemands, Hitler a obtenu qu'il soit retiré de la vente. Et les Français ont accepté en 1935 qu'il soit republié, mais dans une version expurgée où ils ne disaient pas ce qu'ils voulaient faire de la France, c'est-à-dire un pays d'esclaves. Oui. On a été d'une duplicité. Donc Mein Kampf, on aurait mieux fait de se réveiller plus tôt. Absolument. Éric Branca, merci beaucoup. Donc je rappelle, le roman des damnés, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Merci. Merci à vous.